Bienvenue à nos invités, nos débatteurs. Éric Nolot, bonsoir à vous. Bonsoir Laurence, bonsoir. Catherine Nair, ravi de vous retrouver. Louis de Ragnel est là. Bonsoir Laurence. On est avec le général Bruno Clermont. Bonsoir général. Bonsoir, on va évoquer ce service national. Laetitia Guillon, journaliste politique. Merci, bonsoir Laurence. Et on a le plaisir d'accueillir Alexandre Rougère, préfet des Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous, monsieur le préfet. Bonsoir Laurence Ferrari. On va revenir pour démarrer cette émission sur cette initiative, cette convention, la première en France, que vous avez signée avec le procureur de Nanterre, afin de mettre en place un traitement de la criminalité des plus jeunes, de la délinquance des plus jeunes, par le biais de la responsabilisation des parents. On fait le point avec Thibault Marcheteau pour tout bien comprendre et vous nous expliquer cette méthode. Une première convention pour enrayer la machine avant qu'il ne soit trop tard. Voilà l'objectif de ce groupe local de traitement de la délinquance, axé sur les enjeux de la responsabilité parentale. Ce groupe sera constitué de représentants du conseil départemental en charge de l'aide sociale à l'enfance, les maires du territoire, mais aussi les membres de l'éducation nationale et enfin la direction des services de protection judiciaire. L'objectif est clair, mettre les parents devant leurs responsabilités en mentionnant l'article 371-1 du Code civil. Il appartient aux parents de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement. En clair, montrer aux familles que tout le monde se parle pour créer un électrochoc chez les parents avant que la situation ne dégénère. Cette cellule départementale se réunira tous les 3 mois et pourrait se pencher sur la situation de 250 à 300 jeunes à la dérive. Alexandre Brugère, vous avez donc, vous, préfet des Hauts-de-Seine, mis au point cette convention. Concrètement, quand on parle de 250 à 300 adolescents à la dérive, qu'est-ce qui se passe dès que vous avez cerné un profil qui est inquiétant et qui est à la dérive? Bon, d'abord, dans les Hauts-de-Seine, comme dans beaucoup de départements de notre pays, nous sommes confrontés à la délinquance juvénile. Une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, et il était temps de dire stop avec des mesures nouvelles. Et le sujet de la délinquance des mineurs, c'est d'abord l'affaire des parents. C'est pas aussi l'affaire des parents, c'est d'abord l'affaire des parents. Et donc, ce que nous avons fait avec le procureur de la République, c'est de mettre en œuvre une méthode absolument inédite où nous allons prendre ces mineurs qui commettent des actes de délinquance et nous allons regarder la situation de leurs parents, parce que vous avez cité le Code civil, il est clair. Le Code pénal l'est aussi dans son article L227-17, avec un risque réel de 30 000 € d'amende jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, les leviers existent pour les parents ne sont pas suffisamment utilisés. Et c'est le sens de la démarche que nous allons engager. Donc, vous convoquez tout le monde, vous convoquez l'adolescent, les parents, si tant est que vous arrivez à mettre la main sur les parents. Parfois, il n'y a qu'un seul parent, c'est-à-dire la mère. Comment ça se passe à partir de là? Quelle prise en charge pour ce mineur délinquant? Il y a 3 types de parents. Il y a des parents qui sont dépassés, notamment dans les familles monoparentales. Et le rôle de la puissance publique, c'est évidemment, de telles circonstances, d'aider les parents. Mais la monoparentalité, ce n'est pas non plus un totem d'immunité. Dans une famille monoparentale, dans 9 cas sur 10, ce sont des femmes. Il y a aussi un homme qui est parti à un moment donné et qui a laissé l'enfant à la dérive. Il faut aller chercher sa responsabilité. Et puis, il y a des parents qui sont négligents, voire pour certains, 3e catégorie, des parents complices. Contre cela, il ne faut pas hésiter à utiliser les sanctions qui nous sont permises par le droit. D'accord. Il y a déjà des mineurs qui sont suivis à la fois par la PJJ, Louis, protection judiciaire de la jeunesse et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que ça porte ses fruits, ce type de méthode? On essaye justement de décloisonner et de ne pas faire qu'il y ait uniquement l'intervention de la PJJ quand c'est trop tard et quand les premiers actes de délinquance ont été commis, mais notamment de se baser sur des signaux faibles. C'est pour ça qu'on a voulu que l'éducation nationale soit autour de la table, parce que les profils sur lesquels nous souhaitons agir en priorité, ce sont les plus jeunes, ceux pour lesquels nous pouvons encore agir en provoquant un électrochoc chez les parents. C'est le sens de la démarche qui est engagée. Ces profils qui parfois, en 6e, 5e, des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, commencent à sombrer dans la délinquance, c'est vers eux, prioritairement, que nous allons agir, et c'est vers leurs parents que nous allons tenir un discours de responsabilité. Une question de Catherine Ney, peut-être? Non, je voulais savoir à quel âge ça commençait, mais là, vous venez de le dire, et ça, je crois que les parents, c'est absolument primordial. Mais comment fait-on? On les convoque quand ça ne va pas, puisque vous avez dit les différentes cas qui peuvent se présenter, mais surtout les parents qui s'y accommodent et qui peut-être même encouragent. Comment fait-on avec eux? Il y a plusieurs types de réponses. Il y a des parents qui, encore une fois, sont parfois négligents par omission. Et dans ces cas-là, notamment avec les maires, nous allons réaliser ce qu'on appelle des rappels à l'ordre, où les maires et l'ensemble des services de l'État vont permettre de convoquer et ensuite de faire passer un certain nombre de messages. Et puis pour des cas plus difficiles,
c'est le sens de la démarche qui est engagée, il ne faut pas avoir la main qui tremble s'agissant de la sanction. Nous touchons là à un sujet qui est absolument fondamental. Depuis des années, on déverse sur le service public, sur l'éducation nationale, sur la police, sur la justice, la gestion des enfants. On la sous-traite. Mais la première responsabilité éducative, c'est celle des parents. C'est le sens de la démarche qui est conduite. Est-ce que vous suspendez les allocations familiales? On applique le droit. Et donc, dans le droit, il y a des dispositions qui sont prévues, encore une fois, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, jusqu'à 30 000 € d'amende. Cela, c'est ce que permet le droit. Il ne s'agit pas d'introduire des dispositions nouvelles, mais vraiment d'exploiter pleinement le bénéfice. Mais là, c'est ce que vous entendez faire demain, ou avez-vous déjà commencé pour, avant d'établir cette convention avec tout le monde, est-ce que déjà vous aviez testé? La raison pour laquelle nous avons bâti ce dispositif avec le procureur de la République, qui est un homme courageux, c'est que lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, je lui ai adressé toute une série de ce qu'on appelle des articles 40, c'est-à-dire des signalements où je constatais que des gamins de 13 ans, de 14 ans, à la dérive, étaient vraisemblablement dans une situation de négligence parentale. Et donc, plutôt que de faire les choses un peu au fil de l'eau, nous avons décidé, il a fallu un peu de temps pour concevoir ce dispositif, de mettre en place une logique systémique, où nous allons pouvoir faire, sur la base des listes proposées par l'Éducation nationale, la préfecture, les services de police, la justice, mettre en commun l'ensemble des signalements que nous avons et prendre les situations les unes après les autres. C'est avant tout un dispositif préventif, puisque la sanction, personne ne s'en satisfait. Mais il est évident qu'il faut que la sanction existe pour qu'il puisse y avoir un électrochoc du côté des parents. Et c'est un système qui pourrait être dupliqué dans d'autres départements, j'imagine. En tout cas, il répond. Vous avez vu la volonté du gouvernement et notamment du ministre de l'Intérieur et du président de la République d'étendre les pouvoirs des préfets. On nous demande aussi de faire de l'innovation sur la base des situations qu'on observe localement. C'est le sens de cette démarche, mais je ne doute pas qu'elle s'appliquera évidemment à d'autres territoires. Une question de Laetitia Guinan et Louis. Pour que l'exemple marche, il faut qu'il soit appliqué. Là, vous l'avez dit, c'est des peines effectivement de prison éventuelle et 30 000 francs d'amende, mais pour la grande partie de euros. Mais c'est parce que vous êtes suisse. C'est parce que vous êtes suisse. Je vous pardonne, Laetitia. Je fonctionne encore en ancien temps. Mais comment une grande partie des parents probablement sont non solvables quand ils sont justement aidés socialement. Comment ça peut être appliqué, ça, 30 000 francs d'amende, 30 000 € d'amende, comment ça va être appliqué? Et la prison, on sait qu'elle déborde, on voit qu'il y a un taux d'occupation à Dijon, d'où 2 détenus se sont évadés, 167%. Quelle applicabilité à ces 2 mesures réelles vous voyez, de sorte à ce qu'elles soient réellement dissuasives pour des parents qui seraient concernés? Si on peut le sujet par la contrainte, on ne fait plus rien. Non, mais si d'accord, je vous écoute, si on regarde la question de la surpopulation carcérale, on ne lutte plus non plus contre la délinquance. Mais vous allez enfermer réellement les gens, et puis s'ils ne peuvent pas payer, alors, si vous avez réellement fonctionné à un moment donné, les situations vont être examinées. J'ai bon espoir qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là, et que la seule existence de la sanction, et on observe sur le terrain que c'est très souvent le cas, quand on rappelle la sanction, quand on rappelle la menace qui existe, notamment du point de vue du droit, les comportements changent. Mais évidemment, pour les comportements les plus extrêmes, ce sera la justice de faire ce travail, d'où l'association avec le procureur de la République. Mais il faudra qu'il y ait une réponse extrêmement ferme, parce que s'il n'y a pas d'exemple, alors tout le monde se dira que ce qui existe dans le code pénal et dans le code civil, au fond, ce sont des incantations, qu'il n'y a pas de réalité derrière. Alors Louis, c'est déjà le cas. Une grande partie des jeunes délinquants rigolent déjà justement de l'absence de pénalité. Si vous me permettez juste une différence, c'est que jusqu'à présent, et je vois bien comment fonctionnent nos administrations, personne n'a ce réflexe parent. Tout le monde regarde la situation des gamins en se disant c'est terrible, 13 ans, 14 ans, 15 ans, des actes de délinquance. Mais quand j'interroge pour savoir si mais vous êtes allé voir le parent, est-ce qu'à un moment donné, sa responsabilité était mise en cause? La réponse est non. C'est une logique de changement et d'avoir le réflexe de la responsabilité parentale sur chacune de ces situations. J'ai bon espoir que ça permette de faire mieux. Louis Dragnel, une question. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, monsieur le préfet, en tant que représentant de l'État, vous venez de trancher un débat qui n'a jamais été tranché à travers votre position. C'est-à-dire que maintenant, l'État considère que les parents, et exclusivement les parents, sont responsables totalement de tout ce que font leurs enfants. Vous savez, il y a un débat politique, ça fait des années que ça dure, où on se pose la question, alors c'est plutôt gauche-droite, est-ce que les familles défaillantes doivent échapper à leurs responsabilités? Eh bien là, vous venez de dire, les parents doivent être systématiquement responsabilisés. Et donc, je rebondis sur la question de Laurence Ferrari tout à l'heure. J'imagine que ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec le soutien du ministre de l'Intérieur. Donc j'imagine que ça va être élargi partout sur le territoire national. De ce point de vue-là, c'est une vraie avancée philosophique et politique. Mais vous avez des enfants. Oui. Qui est-ce qu'on écoute quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans? Qui est-ce qu'on est susceptible d'écouter? Je vais vous raconter une anecdote.
J'ai été très marqué par une affaire qui s'est passée dans le département, de gamins qui ont cherché à étrangler leur professeur d'EPS. Et donc je me suis rendu dans cet établissement et à l'occasion d'un contrôle, d'une fouille de sac, je suis tombé sur l'un des 2 gamins mis en cause. Je l'ai sermonné comme j'aurais sermonné mon enfant, en des termes durs, parce que lorsque l'on fait ça, évidemment, on a envie de remettre un peu les choses en place et d'expliquer que, évidemment, c'est pas bien. Ce jeune m'a regardé, il est... 13 ou 14 ans, me regardait avec énormément de distance. Pourtant, j'incarnais l'autorité, il y avait des policiers autour de moi. Je voyais bien que ce que je disais ne rentrait pas du tout dans son esprit. Et à la fin de mon intervention, il a eu un sourire et il m'a dit « ça va, elle s'est pris que quelques jours d'ITT ». Quand un enfant en est à pouvoir avoir un discours comme celui-ci, ne croyez-vous pas que quelque chose n'a pas marché dans l'éducation ? Totalement. Et encore une fois, il ne faut pas accabler la situation. Elle était regardée de presse, c'est une maman qui est complètement dépassée. Mais à un moment donné, si on ne dit pas, notamment au papa qui est parti, que l'enjeu, c'est pas uniquement de faire des enfants, mais que être père, c'est une responsabilité qu'on a toute sa vie et qu'on a une responsabilité éducative, je suis convaincu qu'ensuite, ce sont les services de l'État qui vont devoir réussir à récupérer la situation. Nous suivrons de près. Et en l'occurrence, vous aviez été à la recherche du père pour essayer de lui rappeler ses devoirs. Le signalement a été fait auprès de la justice, auprès du procureur avec lequel j'ai engagé. C'est hallucinant. Merci beaucoup Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine. On suivra de près cette initiative qui peut-être permettra d'endiguer cette délinquance des mineurs de plus en plus jeunes. Merci beaucoup d'être venu.